vous en parler. Donc, moi d'abord, je suis absolument ravi que ce livre soit traduit en espagnol, qui est une langue que j'adore. Moi, je suis un grand fan de littérature espagnole, notamment évidemment de García Márquez, de Vargas Llosa, que j'ai lu il y a déjà pas mal de temps. Et donc c'était une merveilleuse surprise. Moi, c'est mon premier roman. Hein. Donc déjà, il a très bien marché en France, et quand en plus j'ai appris qu'il allait être traduit en Espagne, et dans le reste du monde, j'étais absolument ravi. C'est très très au-delà de ce que j'aurais pu espérer quand j'ai commencé à écrire. Et en fait, ce roman vient d'une histoire que j'ai trouvée donc, en tant que correspondant. Donc, moi, je suis journaliste à l'agence France Presse, et j'étais correspondant à New York au moment du 11 septembre. J'étais à New York de 1999 à 2004. Et dans le cadre de la couverture, comme on dit, du 11 septembre, j'ai rencontré le premier monteur d'acier, donc ironworker Mohawk, indien, qui m'a raconté un petit peu l'histoire de sa tribu. Et ensuite, je suis tombé en janvier 2002, donc quelques mois plus tard, sur une exposition à New York qui racontait l'histoire de la tribu. Au Museum of American Indians à Manhattan, qui s'appelait The Mohawk Indians Build New York. Ils ont bâti New York avec toute l'histoire de cette tribu. Et je suis tombé en arrêt devant cette histoire en me disant mais c'est incroyable, cette histoire de ces Indiens, c'est un roman. Et au point que j'étais persuadé que quelqu'un l'avait écrit. Et je l'ai cherché, ce roman. Et à mon grand étonnement, encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris comment les Américains ou les Canadiens sont passés à côté d'une si belle histoire. Et à force de dire que ce serait un magnifique roman, eh bien, j'ai fini par l'écrire. Bueno, antes de nada deciros que estoy encantado de que mi novela se haya traducido al español, un idioma que me encanta. Yo soy un apasionado de la literatura española, lógicamente García Márquez y Vargas Llosa les he leído y ya desde hace mucho tiempo. Deciros que es mi primera novela y que es una novela que ha funcionado bastante bien, vamos, muy bien en Francia, y cuando me dijeron que le iban a traducir al español, no solo para España, sino también para todo el mundo hispanoparlante, pues fue una sorpresa, incluso más de lo que me podía haber llegado a imaginar cuando comencé a pensar en escribir esta novela, ¿no? Esta historia me encuentro con ella cuando trabajando como corresponsal, que es mi profesión. Estoy trabajando para la agencia France Presse en Nueva York el 11 de septiembre. Yo estuve trabajando como corresponsal en Nueva York desde el 99 hasta el 2004. Y es en la época del 11 de septiembre, cuando estoy cubriendo todo el desastre del 11 de septiembre, cuando conozco al primer personaje, que es un indio trabajador del acero, que le empieza a preguntar y me empieza a contar la historia de su tribu, ¿no? Y ya es un poco como nace la idea de la historia. Y luego, un año después, en el 2002, en el Museo de Indios Americanos que hay en Manhattan, se organiza una exposición que se llama Los indios americanos Mohawk construyen en Nueva York. Y ahí, digamos que te contaban la historia de esta tribu, de los Mohawk, ¿no? Una historia que desde el momento en que la leí era una novela. Y yo pensaba, bueno, esto es que está clarísimo que alguien ha tenido que escribir la historia de esta tribu, la voy a buscar. Para mi gran sorpresa, ni un americano ni un canadiense había escrito nada sobre esta historia, de la historia de esta tribu. Y pensé, bueno, pues qué pena que nadie la escriba, ¿no? Y con él, qué pena que nadie la escriba, qué buena historia sería, qué buena novela sería, aquí tenemos esto. Entrée donc à Paris en 2004, à l'AFP on a beaucoup de travail, hein, j'avais pas vraiment le temps, et en fait j'ai écrit, la première chose que j'ai écrite en fait c'est pour le compte d'un de mes amis qui est un aventurier polaire, donc qui fait des expéditions. Il a été contacté par un éditeur pour raconter sa biographie. Et lui, c'est un informaticien. Quand il écrit, on dirait à peu près un enfant de 10-11 ans. C'est ce que je lui ai dit. Il est venu dîner à la maison. Je lui ai dit, tu sais, Nicolas, je pense que mon fils, qui avait 13 ans à l'époque, fait mieux que ça.
Et tu peux pas montrer ça parce que tu vas être ridicule. Mais moi, si l'éditeur paye mon voyage au Groenland et que je peux y aller avec toi, je crois que je peux faire ça. Moi, l'écriture, c'est mon métier. Et en fait, ça a très bien marché. L'éditeur était très content. Et surtout, moi, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup passer des heures et des jours seul face à mon histoire sur mon ordinateur. Et ça m'a donné le courage, en fait, d'entreprendre en fait ce roman que j'aurais bien aimé lire et que j'ai pas trouvé. Et c'est comme ça que j'ai écrit ça. Y bueno, deciros que yo he tardado 10 años no en escribir la novela, sino en, desde ese momento hasta que la novela aparece, tardaron 10 años. La primera cosa que yo escribo, no como periodista, sino como novelista, es un encargo que hago para un amigo mío que hace expediciones polares, y un editor le llama un día y le dice: es que quiero que me escribas tu biografía. Este tipo es informático y la manera de escribir lo que había escrito era como la redacción de un niño de 8 años, ¿no? Entonces un día viene a casa, me da lo que ha escrito para que yo lo lea y le digo: mira, Nicolás, es que esto no es presentable. O sea, no. Si tu editor me paga el viaje a Groenlandia, yo me voy contigo y creo que puedo escribir tu biografía y ayudarte con él, ¿no? Así hicimos, funcionó bastante bien, al editor le gustó bastante. En este proceso de escribir este encargo me di cuenta que me gustaba estar horas y días trabajando, escribiendo en mi ordenador con mi historia. Y así es un poco como nace esta. Et l'éditeur, comme en plus je l'avais remis à l'heure, vous savez, moi je travaille pour l'AFP, nous on est une agence de presse. Et un article, il est à l'heure ou il n'existe pas. Pour nous, il n'est pas question d'être en retard. On entend parfois des histoires de romanciers qui remettent leur roman 6 mois en retard. Pour moi, c'est impossible. Un papier doit être à l'heure. Donc j'ai rendu le livre sur Nicolas plutôt même en avance. Donc l'éditeur était très content, il voulait que j'en fasse un autre. C'était l'histoire d'un gars qui traversait le Sahara sur des chameaux. Et lui, c'était pas mon ami, je ne le connaissais pas. Et je lui ai dit non, t'as pas compris, moi je suis pas nègre professionnel. D'abord, c'est très très mal payé pour tout le travail que c'est. Mais je me souviens, je lui ai dit, tu vois, je pense que si je calcule les heures que j'ai passées là-dessus, je dois être payé à peu près 10% de ce que tu payes ta femme de ménage qui nettoie ton bureau. Donc c'est pas du tout rentable. En revanche, il y a cette histoire des Indiens, et je commençais à lui raconter les Indiens Monroe de New York. Je vais essayer, en n'étant pas du tout sûr d'être capable d'arriver au bout, mais voilà, j'ai essayé, et puis voilà. Y además, no solo funcionó bien y estaba bien, me gustó la historia al editor, sino que, no sé, yo soy periodista, trabajo para la agencia de noticias de France Presse, y como lo sabéis los periodistas, una noticia o está en el tiempo o no existe. Entonces, normalmente en el mundo de la novela hay escritores que entregan la novela 6 meses después de la fecha que se había establecido para la entrega, ¿no? Mi caso no fue así, de hecho la entregué antes de la fecha en la que habíamos establecido, ¿no? Con lo cual el editor estaba encantado y me dice: oye, pues ¿por qué no me escribes otro? Tengo una historia para contar de un tipo que cruza el Sáhara a camello y tal. Y dice: no, vamos a ver, no lo has entendido. O sea, yo he hecho el trabajo de antes porque yo he escrito la historia de un amigo mío. Yo no soy negro profesional, o sea, no me dedico a esto. Y además, el trabajo que conlleva, si me pongo a pensar las horas que he pasado para escribir este libro, o sea, es que me pagas un 10% de lo que le pagas al asistente que te viene a limpiar la oficina, con lo cual va a ser que no. Pero tengo una idea, una historia de los indios Mohawks nativoamericanos de Estados Unidos y tal, que a lo mejor, si te parece, lo puedo intentar. Lógicamente, con el miedo de, bueno, me estoy tirando al charco a ver si yo consigo acabar escribiendo una novela. Y aquí está. Si usted fuese un indio Mohawk, ¿qué edificio le hubiese gustado construir o estar ahí? Le Chrysler Building. C'est mon préféré. Parce que notre bureau à New York est juste à côté. Et donc je le voyais toute la journée. Et j'adore le Chrysler Building. Je trouve qu'il est magnifique. Et c'est celui-là que je préfère. Mais eux sont
Ils sont extrêmement faits. En fait, ce qui est assez marrant avec eux, parce que je les ai un petit peu côtoyés, eux, ils préfèrent les ponts. Pour eux, il y a une symbolique sur le pont qui relie les hommes. C'est par un pont que toute l'histoire a commencé. Donc, ce qu'ils préfèrent, ce dont ils vont vous parler le plus souvent, c'est soit le George Washington Bridge, qui relie le nord de Manhattan au New Jersey, soit le pont de Verrazzano, qui relie l'île de Staten Island au New Jersey aussi au sud. Eux, ou le Golden Gate, parce qu'ils sont aussi allés à San Francisco construire le Golden Gate. Ils vont vous parler davantage des ponts que des gratte-ciel, en fait. Mi edificio preferido es el Chrysler, porque las oficinas que tenemos de la agencia France Press en Nueva York están al ladito, y cuando trabajaba ahí es que lo veía todos los días, y yo te diría que es mi edificio preferido. Pero fijaros que yo he tratado algo con los indios de esta tribu, y es curioso porque ellos prefieren hablar de puentes antes que de edificios. Sienten como que el puente tiene un simbolismo mucho mayor de la unión y la conexión de los hombres y la naturaleza, ¿no? Ellos hablan sobre todo del puente George Washington en Nueva York, que es el norte, o del puente Verrazzano, que es el que une la isla de Staten Island, ¿no? O incluso el Golden Gate, porque muchos de ellos fueron hasta San Francisco para construir el Golden Gate. Le Camp Zero, de San Francisco, il a été vraiment hermétiquement fermé, notamment aux journalistes. Il était absolument interdit de rentrer. Et parfois, aux États-Unis, comme en Espagne, comme en France, il y a des interdictions qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que moi, pour la mairie des États-Unis, la mairie de New York, je veux dire, l'agence France Presse, c'est pas très important. En revanche, le New York Times, CBS News, Time Magazine, je pensais qu'ils allaient faire ce que font souvent les autorités, c'est-à-dire on va choisir quelques journalistes et on va leur donner un accès. Et les semaines ont passé, et dans le New York Times, il n'y avait pas plus de choses que j'avais moi, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tous ces drames, toutes ces histoires extraordinaires qui ont eu lieu en dessous, pendant tous ces 9 mois, en fait, on n'a pas su quasiment, on a su quelques tout petits morceaux. Et ce qui s'est passé, c'est que en septembre 2002, septembre 2003, même septembre 2004, pour l'anniversaire de la catastrophe, les acteurs, donc le chantier est fini, les enjeux sont terminés, et les acteurs de ce qui s'est passé là ont écrit des livres de mémoire à la demande d'éditeurs américains. Et là, on a compris. Et moi, j'ai acheté évidemment ces livres, et je me revois les lire, et me dire, nom de Dieu, il s'est passé ça, on était à côté, on ne l'a pas su. Donc, quand j'ai voulu raconter cette histoire, je me suis dit, si je prends le lecteur, c'est pour ça que ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que c'était mon but, je voulais prendre le lecteur avec moi, tiens, moi, mon personnage, c'est un acteur de là, tu vas venir avec moi et je vais te montrer ce que tu n'as pas pu voir, ce que j'ai pas pu voir, ce que très peu de gens ont vu. Autre chose aussi qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, c'était le tout début des téléphones portables, mais pas vraiment des caméras. Maintenant, tout le monde a une caméra. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il se passe n'importe quel accident, tac, tout le monde filme, tout le temps. Là, pas du tout. Donc, même clandestinement, les ouvriers qui étaient là-dessous, personne n'a filmé. J'ai cherché, moi, sur YouTube, les films tournés là-dessous, il y en a. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Donc, je savais que si j'arrivais à prendre mon lecteur par la main et de me dire, tiens, regarde, moi je suis Iron Worker, sauveteur là-dessous, et je t'emmène avec moi, je vais te raconter des histoires et je vais te montrer des choses dont je suis sûr que tu ne les connais pas. Et si tu ne les connais pas, ça devrait t'intéresser. Vamos a ver, tú ten en cuenta que cuando ocurre la catástrofe, la zona cero se cierra herméticamente, ¿vale? Sobre todo para los periodistas, o sea, está prohibido. Lo que pasa que en Estados Unidos, como en Francia, como en España,
te prohíben la entrada a un sitio, pero vale que France Press, la agencia France Press para la alcaldía de Nueva York no es nadie, pero el Times, CBS, pues normalmente en estos casos, aunque se cierra herméticamente, pues se permite pasar alguno y a la semana pues hay algún periódico o alguna cadena de televisión que saca algo. ¿Qué pasó en este momento? En el 2011, pues que pasan las semanas y yo veo que lo que están publicando los periódicos y las televisiones es lo mismo que sé yo, con lo cual realmente se cerró herméticamente la zona cero a cualquier tipo de información, ¿no? Sobre todo en cuanto a los dramas que habían ocurrido bajo tierra, historias que nadie sabía, ¿no? Y no es hasta septiembre de 2002, 2003, 2004 cuando empezamos a saber más cosas. ¿Por qué? Pues que para el aniversario del acontecimiento, de la catástrofe, empiezan a publicarse libros que los editores han pedido a las personas que trabajaron en los trabajos de desescombro y de rescate que cuenten la historia de lo que habían vivido y lo que habían visto, ¿no? Y además yo me acuerdo de ir a comprar los libros para leerlos, para saber, y muchas veces leía diciendo, pero es que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando y nosotros estábamos ahí, yo estaba ahí, ¿no? Entonces, mi idea para el libro era decir, bueno, ¿por qué no cojo al lector, le cojo de la mano y me lo llevo allí donde ocurrían las cosas, ¿no? Y le llevo a ver todo lo que nadie pudo ver, lo que yo no pude ver, pero que otros sí pudieron ver, ¿no? Entonces, además, acordaros, estamos hablando del 2001, el inicio de los teléfonos móviles, pero ¿cuántos tenían cámaras de foto? ¿O cuántas cámaras de foto llevábamos nosotros encima? Hoy en día ocurre cualquier cosa y está todo el mundo con el móvil, con la cámara grabando. Así que entonces, en el 2001, es que ni siquiera los que estaban ahí trabajando de manera clandestina se iban a poner a grabar porque no había ese gesto, ¿no? Entonces, mi idea fue, bueno, pues mira, voy a coger el lector y me lo voy a llevar le voy a hacer que le da la mano a mi personaje, que va a ser un indio mohawk que trabaja en la construcción, para que le cuente unas historias que yo no